Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie de Sébastien Martin pour une deuxième fois sur le podcast. Sébastien, c'est un coureur, ça fait vraiment longtemps qu'il fait de la course à pied. Il est professeur d'éducation physique au primaire. Il est coach et membre fondateur du Club de Trail de Bromont, puis il court aussi des ultramarathons. Bienvenue sur le podcast, Sébastien, puis merci de m'avoir contacté pour cet épisode. Merci, JF. Ça me fait plaisir d'être là de nouveau. Super! Ben écoute, aujourd'hui, Sébastien, on va parler vraiment d'un sujet plus spécifique un peu, puis c'est les plans d'entraînement. Comment qu'on se prépare pour la saison qui s'en vient. Puis c'est ça. Parfait. Ouais, je trouvais ça approprié. Des fois, en ce début de saison, là, c'est une période où les gens planifient un peu leur saison, puis souvent, on ne sait pas trop par où commencer ou par où partir ça. Fait que je trouvais que ça pourrait être intéressant de jaser de ça ensemble. Oui, excellent. Puis des fois aussi, on transitionne de sport vers la course de route ou la course de sentier. Puis on est mélangé aussi. Puis il y a tellement de plans, il y a tellement de documentation sur Internet. Puis il y a tellement aussi d'entendu dire que c'est le fun de vraiment en parler là, plus spécifiquement aujourd'hui. Ouais, ben, on va y aller. On va essayer d'éclaircir ça et rendre ça simple pour tout le monde. Super. Donc, toi, Sébastien, écoute, c'est quoi ton expérience en tant que coureur et puis formation que tu as? Parfait. Ben, moi, je suis éducateur physique, comme tu as dit là, en entrée. Oui, oui. Donc, naturellement, là, lors de ma formation, là, j'ai eu une base là, au niveau des principes d'entraînement, tout ça. Fait que formation dans le domaine. Ensuite de ça, ben, la passion est venue plus vers 2007-2008 pour la course. À partir de là, ben, on a ressorti les livres d'université, on a fait plusieurs lectures, là. D'ailleurs, je mentionne un livre là, que je trouve vraiment intéressant que j'ai lu là, fin des années 2000, début 2010, là, qui s'appelle Entraînement cardio, sport d'endurance et performance. Là, c'est Guy Thibault qui avait fait ce livre-là. Puis c'est la collection Géo plein air à ce moment-là qui avait publié ça. Puis c'est vraiment un ouvrage intéressant qui aide beaucoup là, justement à comprendre les plans d'entraînement, toutes les périodes et tout ça, des phases. Ça m'a aidé bien gros. Fait que la lecture a fait en sorte là, que j'ai acquis un certain bagage. Puis, ben, j'ai commencé à coacher au club de trail aussi en 2012-2013 plutôt. J'ai commencé à courir avec eux en 2012. En 2013, là, j'ai commencé à coacher un petit peu. Puis, j'ai coaché une dizaine d'athlètes en privé là, à travers les années. Donc, c'est mon expérience là, personnelle. Comme, tu sais, c'est pas rien. Tu sais, ce qu'on va jaser, c'est pas nécessairement scientifique tout. Là. C'est sûr que j'ai lu certaines études, un peu comme tout le monde, mais c'est- ça évolue tellement dans ce domaine-là que tu sais, ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas ça dans 10 ans ou tu sais, il y a une évolution constante là, dans le domaine de l'entraînement. Fait que c'est comme dit, on va y aller un peu plus avec la base, puis les concepts généraux, on verra tes questions par la suite. Oui, exactement. Puis c'est ça, on voulait un petit peu démocratiser ça puis rendre ça simple parce que, tu sais, des fois, tu regardes un plan d'entraînement de marathon, puis là, tu vois ça, zone 3, des fractionnés, puis tu sais, c'est compliqué un peu. Fait qu'on voulait un petit peu tout rendre ça simple puis rendre ça friendly user un peu pour tout le monde, là. Yes, sir. Donc, quand tu dis que tu as commencé la course, Sébastien, en 2008, c'était la course de route, c'est ça? Ouais, 2007, j'ai commencé un 5 km là, sur route, puis 2008, j'ai commencé première course en trail. Là. À ce OK. moment-là, là, on avait jasé dans Ouais. l'autre épisode. Ouais, Là. l'épisode 56, si vous voulez un gros recap là-dessus. Là. Ouais, fait Ouais. que juste pour faire un rappel, dans le fond, c'est ça, j'ai commencé à courir en trail là, au X-Trail en 2008 à Offord, puis après ça, ben là, ça a vraiment créé la passion pour la course à pied, surtout en sentier.
je cours encore sur route, j'aime encore les deux, mais je préfère vraiment le sentier là, si j'avais à choisir. Fait que c'est ça. Puis juste vite, le premier ultramarathon au Brome Ultra en 2014. Il était la J'ai fait première édition. Ouais, moi j'ai fait le 55 à ce moment-là. OK. Dans le texte, c'était un 59. Exact. Super. Donc, comment qu'on prépare sa saison? Parce que là, c'est comme la vraie saison qu'on se rapproche. Là, on est quand même fin mars. C'est pas vrai, mi-mars, ça, c'est la Barclay qui a lieu présentement au moment Ouais, qu'on se parle. Donc, exact. comment qu'on prépare ça, sa saison? Ben, en fait, c'est sûr que ça va varier pour chacun. On n'a pas une réponse, malheureusement, il n'y a pas de réponse là, universelle pour dire OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, Vraiment, premier, je pense que chaque personne doit y aller de sa réalité. Donc, le temps qu'on dispose, ouais. c'est je veux dire, souvent, je vais peut-être en reparler plus tard, mais on veut faire comme les autres. Mais les autres n'ont pas la même réalité que nous. N'ont pas le même travail, les familles, loisirs, occupations. Donc, ça va être vraiment de prendre en compte tout ça avant de partir son plan. Ouais, ouais, Mais ouais. sinon, ben, c'est sûr comment on prépare sa saison. Premièrement, c'est quoi les objectifs Mhm. principaux? Il faut vraiment établir ses objectifs principaux, sinon on part un peu tout croche. Fait que, objectif A, donc, je dirais 2, peut-être 3 maximum par année. Ça peut être même un, ça dépend des coureurs, mais je dirais 2 objectifs là, principaux pour ensuite de ça faire des blocs d'entraînement liés à ça. OK. Fait que, tu sais, n'importe qui, je ne sais pas, moi, veut courir au Bromo Ultra, on va prendre ça parce que c'est dans la région. C'est l'objectif A de l'année. On place ça dans le calendrier. Puis, un autre objectif, je ne sais pas, moi, à Québec Mega Trail, on place ça dans le calendrier. Puis, à partir de là, on va construire autour de ça. À l'époque, Mhm. c'était facile. À l'époque, en 2008-2009, c'était Il y avait. X-Trail au printemps à Sutton, Ouais, X-Trail à l'automne à Offord. C'était ouais. simple. Là, pour certains coureurs, ça devient un petit peu plus un casse-tête parce que si c'est une course mi-août, une autre course septembre, ben là, à ce moment-là, moi, ce que je suggère, c'est pas tous les objectifs A, mais on va avoir un Mhm. objectif secondaire, le B, ou même, ça peut être même une course entre amis, là, que des fois, moi, j'appelle les courses C. Là, on s'organise une course sur Maid aussi, là, ça peut être des défis comme ça aussi. C'est pas obligé d'être toujours des courses organisées. Donc, première des choses, établir ces 2 objectifs principaux, là. On dit 3 des fois, mais c'est sûr qu'il y en a qui enchaînent des grosses courses, là. On en connaît. Mhm. C'est juste qu'à long terme, bon, je ne suis pas un scientifique de ça, mais je me questionne quand même là, sur le pouvoir de récupération du corps et l'optimisation. Ouais. Euh, j'ai tendance à penser que des fois, ces gens-là ne pourront pas pendant 15-20 ans, vont faire quelques saisons. Mais bon, il y a toujours des exceptions, mais je dirais pour la base, là, 2, 3 objectifs majeurs. Après ça, on construit autour de ça. Ouais, puis un facteur important à considérer que j'ai constaté avec le temps aussi, c'est plus qu'on allonge les distances, plus que ça va nous prendre des objectifs préparatoires aussi à ça. Oui, exactement. Oui, ouais, tout à fait. Donc, il va y avoir là, une progression à faire avant de se rendre à nos objectifs de longue distance. Puis parfois, ça va être sur des années aussi, là. Tu Ouais, sais, ouais, avant de ouais. courir des longues distances. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans l'autre podcast, mais Effectivement, c'est ouais. avant d'atteindre des 100 kilomètres, ben, des fois, il faut y aller graduellement. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Il y en a qui veulent en faire beaucoup. Puis, ils veulent faire comme les autres ou parce qu'ils trouvent ça cool, mais des fois, faut ramener à nous. Puis, cette petite parenthèse aussi, les réseaux sociaux font en sorte que on veut tellement, on voit tout ce qui se fait ailleurs. Hey, Ouais. je veux y aller, je vais être là, moi aussi, je vais être là, moi aussi, je vais être là. Hey, ça a l'air cool, moi aussi, je vais y aller. À un moment donné, faut être capable, malheureusement, de dire non ou d'y aller dans un autre état d'esprit, peut-être plus objectif B, vraiment pour le plaisir, parce qu'aller faire tout le temps des objectifs dans le tapis,
à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Là, par mon expérience, là, c'est pas gagnant. Oui, clairement. Puis, tu sais, il y a plein de facteurs, des facteurs que tu parlais au début. Là. Tu sais, tu parlais de la situation familiale, mais il y a l'âge aussi, il y a notre état physique. Tu sais, si tu Ouais, te remets d'une saison que tu as eu une blessure, tu sais, c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte aussi. ah, exactement. Tu sais, notre récupération ne sera pas la même quand si on a 25 ans, si on a 45, si on a 65. Des fois, ça va être Effectivement. un peu plus long. Bref, plusieurs facteurs, notre santé, le stress au travail, la famille, tout ça. Fait que ça, en gros, première chose à faire, établir les principaux objectifs. Ensuite de ça, ben là, c'est d'établir des phases. Ouais. Tu sais, simplement, là, on va y aller. Moi, quand je commence à ce temps-ci, là, où je coach quelqu'un, je conseille toujours de faire une phase de remise en forme. OK? Mhm. Donc, c'est une phase où on reprend l'entraînement. Puis là, ça va dépendre bien gros de est-ce que c'est quelqu'un qui a couru tout l'hiver, Ouais. quelqu'un qui commence la course à pied, qui n'a jamais couru, quelqu'un qui a une grosse expérience. Donc, ça va varier. Mais en Mhm. gros, l'idée, c'est de mettre du temps sur nos jambes, commencer à courir avec une fréquence plus grande. Fait que, si quelqu'un me dit l'hiver, ben, moi, je cours 2 fois semaine parce que j'ai moins d'intérêt ou parce que je fais d'autres sports ou parce que c'est ça. Fait qu'il faut toujours prendre en compte ce que les gens ont fait pendant l'hiver, par exemple. Là. On prend pour exemple qu'ici, l'hiver, on court des fois un peu moins, ça dépend des gens, mais fait que dans le fond, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà actif? T'sais? Mais si on part de zéro, c'est autre chose. Fait qu'une phase de remise en forme où on va parler de faire quelques sorties par semaine. On ne parlera pas d'entraînement précis, là, Pas d'intervalle. d'intervalle. Ouais, c'est ça, exact. Non, on va mettre du temps, on va éviter les blessures, habituer le corps à faire des sorties. Puis quelqu'un qui commence, là, ça pourrait être les programmes de fractionner, même de marche-course. Là, Ouais. et on ne rentrera pas dans le détail, là, mais 1 minute de marche, 1 minute de course, 3 fois. C'est C'est ça ça, là. qui sont faciles à trouver aussi sur Ouais, Internet. ouais, sur Là. Internet, on trouve ça. Là, je pense que c'est la clinique du coureur là, qui en proposait, qui certains, là, je ne sais pas si c'est accessible facilement encore, mais Ouais. bref, il y avait ça. Fait que, tu sais, phase de remise en forme. Ça pourrait La- durer combien de temps généralement? Mettons quelqu'un qui fait d'autres sports, on va dire ski de OK. randonnée ou d'autres choses, puis court 1, 2 fois semaine, ça serait quoi selon toi une phase transitionnelle? OK. Ben, souvent, moi, les plans que je fais, c'est souvent 4 semaines, mais ça va dépendre quand même de où est l'objectif principal de Mhm. l'année. La personne est disponible pour commencer à s'entraîner plus début mars. Son objectif est en mai. Oups, ça va aller vite. Là. C'est la Ouais. personne un objectif en juin. Là, des fois, on va se donner un petit peu plus de temps, mais je dirais que de façon générale, là, sur un 4 semaines pour augmenter, courir 3 fois semaine, amener 4 fois semaine peut-être aussi, puis c'est même 5 fois semaine, même si c'est des courtes sorties. Moi, j'aime beaucoup travailler plus en fréquence régulière Ouais. qu'en volume, dire ben, j'ai tant. Souvent sur route, on va parler en kilomètres, en trail, on va parler plus en temps d'entraînement. Mais tu sais, bref, j'aime ça au début, là. On ne se casse pas la tête. Il n'y a pas d'objectif de temps nécessairement, mais on va mettre des sorties régulières pour habituer le corps euh, justement à courir puis à ne pas avoir de blessures en y allant graduellement comme ça. On peut continuer encore si comme là, on parle encore de ski de rando, c'est encore possible. C'est encore possible de continuer les sports là, qu'on appelle le cross-training ou faire commencer à sortir le vélo à l'extérieur. Il y en a qui ont le vélo à l'intérieur. La passion, c'est encore bon. C'est sûr que tranquillement, ça dépend, on revient au facteur temps de tout à l'heure. Donc, Mhm. c'est certain que si tu veux courir 4 fois semaine, ben, que tu veux faire du ski de rando, puis que tu veux faire du vélo, tu peux faire des fois, dans le planning, ça devient plus difficile. Donc, là, on a des choix à faire, mais c'est encore bon là, de garder ces sports-là, justement. Ça donne quand même un volume intéressant d'entraînement, mais on veut quand même tranquillement se diriger un peu plus vers la course.
Mais je pense que c'est important aussi peut-être de faire tu me corrigeras si je suis dans l'erreur, là, mais de faire une transition progressive. Parce que, tu sais, si tu passes à 3 fois de ski de rando par semaine, à 6 fois de la course, c'est quand même intense. Oui, tout à fait, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est bon si on est capable de garder du cross-training, d'autres sports, tranquillement d'inclure la course, là, ce serait vraiment, je pense, l'idéal pour la phase de remise en forme. Super. Excellent. Puis, une fois que ça, mettons, on va dire 4 semaines, une fois que cette phase-là est complétée, Ouais, fait que là, ça dépend aussi de la localisation de notre objectif dans la saison, là. exact. Mais tu sais, on va se dire que si on se donne souvent un plan, on va le faire tu sais, au moins sur 3 à 4 mois, là, Ouais, idéalement. Là. ouais, Plus ouais, ouais. court que ça, je trouve ça tout le temps touché. Ça dépend de Ouais. l'expérience, puis ça dépend de, comme on disait, là, les- si la personne était déjà très active là, avant. Mais je dirais un bon 3 à 4 mois. Fait que si on prend 4 mois, on va parler de 16 semaines globales. Donc, on a pris, mettons, 3 à 4 semaines pour faire une remise en forme. Là, ça reste vraiment variable pour chacun. Hein. Je reviens là-dessus. Là. C'est pas rien Ouais. de précis, mais fait que là, on a 3 à 4 semaines. On a ensuite de ça, je dirais, autour d'un 6, ben là, dépendamment du temps, là, moi, des fois, je dis 6 à 12 semaines. Mais là, si on revient à notre exemple de 16 semaines pour un plein complet, on prend, mettons, 3 semaines de remise en forme. Je dirais environ un 7 à 8 semaines de la phase suivante que j'appelle ma phase de préparation. Donc là où on peut des fois le découper en sous-phases. La phase de préparation, c'est une phase où là, on va vraiment commencer à travailler différentes qualités de la course à pied. Fait que OK. je pourrais, par exemple, sur 8 semaines, je pourrais dire, bon, ben, je fais deux sous-phases de 4 semaines où je vais mettre l'accent sur une qualité dans cette phase-là. Qualité, par exemple, qui pourrait être travail aérobie ou travail du VO2 max ou travail de la vitesse. Euh, donc, souvent, on va cibler une caractéristique importante tout en travaillant un petit peu les autres quand même. T'sais, on ne fera pas juste de la vitesse, on ne fera pas juste du VO2 max. Ouais, Fait ouais. que, bref, c'est ça. VO2 max, juste éclaircir vite, vite, c'est un peu la capacité de notre cœur à envoyer de l'oxygène, là, grosso modo, à nos muscles. Là. Puis, je dirais que c'est la capacité qui est la plus importante pour le coureur. Mhm. J'avais lu quelques études, là, c'est plus pour la course sur route. Là. Mais, on parlait d'une épreuve de 4 heures, là, pour un marathon, mettons, de 4 heures. Il disait que autour de 70 était dû au VO2 max. Et le reste, il y avait de l'endurance, puis il y avait bien sûr la technique, la capacité anaérobie aussi, mais surtout le VO2 max. Fait que, si on veut améliorer, ben, nos capacités, naturellement, c'est d'essayer de travailler ça en gros, en gros. C'est sûr qu'en ultra trail, plus on s'allonge, plus qu'au niveau de l'endurance, ça va venir jouer l'aspect mental, l'aspect nutrition. Fait que le VO2 max va peut-être avoir un peu moins d'impact. Mais bref, c'est quelque chose qu'on veut travailler dans ces phases-là. C'est ça. Dans le fond, VO2 max, il y en a des fois, peut-être que je ne veux pas sans trop rentrer dans le technique. On va parler de la vitesse aérobie maximale des fois. Mhm. Donc, vitesse aérobie maximale, puis VO2 max, c'est quand même c'est relié, c'est sûr. Mais ta vitesse aérobie va avoir, c'est ta VO2 max lié avec ta technique de course, ton efficacité de course plutôt. Quelqu'un pourrait avoir une super VO2 max, mais une mauvaise efficacité de course, puis un autre pourrait avoir un VO2 max moins bon, mais plus efficace dans sa technique de course pour avoir la même vitesse aérobie maximale, les deux. Mais parlant de technique de course, est-ce que tu penses que c'est bon de se faire évaluer pour notre patron de course? Oui, ouais, c'est sûr que surtout quand on commence, on a des petites choses qui pourraient être aidantes. En trail, ben, on l'a aussi, là, ce côté technique, mais c'est sûr que c'est plus facile à visualiser des fois sur route, là, filmer quelqu'un, observer au ralenti. Mais en Ouais, ouais. trail, c'est certain qu'on voit des choses quand même là, au niveau d'efficacité des bras, efficacité de la technique de descente.
Fait que oui, de se faire évaluer, prendre des petits conseils ici et là, c'est toujours intéressant. OK, super. Puis, ben, sinon, avant de continuer là-dedans, là, j'ai une bonne question pour toi. Comment qu'on fait pour trouver un bon coach? Puis, c'est-à-dire, comment qu'on sait que le fit est bon avec quelqu'un? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être des points positifs? Ben, tout d'abord, c'est sûr que l'aspect communication est vraiment, vraiment important. Oui, Il oui, faut oui. être capable, pour le courage, je pense qu'il faut être capable de dire nos attentes clairement à l'entraîneur. C'est vraiment ce qu'on cherche. Puis dire aussi ce qu'on a comme temps. Je pense qu'il y en a des fois, ils vont dire: Ah oui, 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 c'est bon, je vais faire ça, mais dans la réalité, c'est pas ça qu'ils ont. Fait que, non, carte sur table, on dit ce qu'on peut faire. Côté coach, ben aussi, il faut que le coach, je pense, soit capable de dire ça n'a pas de sens ou non, je pense que tu n'es pas prêt pour ça. Ça, c'est une qualité parce que souvent, le coach, ben, il veut faire plaisir au coureur. OK, il veut faire ça, on va l'amener là, mais non, ça, c'est une grosse erreur parce que si justement tu penses que ton coureur n'est pas prêt à ça, il faut être capable de mettre carte sur table pour le coach aussi et dire non. Fait que communication, j'entends différentes choses. Des fois, il y en a qui ont des coachs à long terme, il y en a qui changent plus souvent. C'est sûr que d'établir un lien avec l'entraîneur, je pense que ça peut être intéressant. Mais des fois aussi, ben, de changer, ça amène une autre vision. Il y a des approches qui sont différentes. Là. Fait que, mais vraiment, au départ, c'est vraiment de communiquer, établir là, vraiment nos attentes comme il faut avec l'entraîneur et vice-versa pour l'entraîneur. Ouais, super. Puis, tu sais, aussi que la personne, moi, si je peux rajouter, là, que la personne a une expérience qui va aussi en corrélation avec vers où qu'on s'en va, là. Des fois, ça Oui, c'est peut. ça, exactement. C'est sûr que ça va être aidant, puis tu vas te reconnaître plus un peu là-dedans, là, c'est certain. OK, super. Donc, pour revenir à la phase de préparation, tu parlais, tu disais environ 8 semaines, je crois. Ouais, ben ça dépend toujours du temps, là. Je donnais l'exemple de notre plan sur 4 mois, Ouais, là. ouais, ben 4 Donc, mois, c'est classique pour préparer un marathon, là, ouais, c'est ça. Fait que, seulement. une course de trail, je dirais une course de trail peut-être pas trop longue aussi, là. Ça pourrait être quelque chose de possible. Fait que dans le fond, je disais de séparer, là, je n'irai pas trop dans la technicalité de quand faire quoi, mais en gros, c'est de travailler différentes qualités, comme je disais, puis de les retravailler dans le bloc suivant, dans la phase, mettons, suivante. On est encore en préparation. Je disais qu'on avait 2 sous-phases. Les retravailler peut-être aux 10-15 jours. Fait que si j'ai développé beaucoup je sais pas, moi j'ai travaillé ma vitesse aérobie maximale, donc mon VO2 max, beaucoup dans le premier bloc. Ben, plus tard, puis là, je veux travailler plus l'endurance aérobie, donc à une vitesse un peu plus lente. Donc, c'est ma capacité, dans le fond, à maintenir un effort soutenu sur une longue distance, là, l'endurance aérobie. Fait que là, je vais le faire, mais de temps en temps, je vais faire des séances de VMA dans ce bloc-là. Donc, séance de VMA, ça va être plus à 100% d'intensité. Là. Tu sais, juste, grosso modo, on avait déjà fait ça au Club de trail. J'avais emmené certains coureurs sur la piste pour faire un test de vitesse aérobie maximale. Donc, c'est un test qui est assez simple à faire, qu'on peut courir. Il faut courir 5 minutes, je dirais pas mal à fond pour qu'à la fin de 5 minutes, ça soit pas mal ta limite. Là. Puis avec ça, ben, tu cours une certaine distance, là, 1200 mètres, 1400 mètres, 1600 mètres, dépendamment des coureurs. Puis ça te donne une idée, grosso modo, du VO2 max. Donc, quelqu'un qui court sur route là, pour faire des intervalles, c'est super aidant après ça pour faire des intervalles qui sont vraiment plus précises et adaptées à la personne. Ouais, qui Parce est quoi ta que, vitesse la plus rapide ouais, fait que si tu veux pour faire courir des intervalles plus longs? si tu veux courir, je ne sais pas, moi, tu as réussi à faire en 5 minutes telle distance, ça te donne une VMA d'à peu près 4 minutes du kilomètre. Ben, je sais que si je veux travailler ta VMA, on va faire des intervalles autour de ça. Si je veux travailler ton endurance aérobie, ça va être plus à 4,30 du kilo, mettons. Mhm. Je généralise un peu. Euh, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, une fois que ça c'est fait, c'est plus facile à monter. En trail, on va moins utiliser ça, mais on va y aller plus au ressenti, à l'effort.
On va parler de zone 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. En trail, je vais faire une parenthèse. C'est important en phase de préparation aussi. Là, on va y aller avec le volume aussi. Fait que si on se dirige vers une course plus longue, c'est sûr qu'on va augmenter le volume dans ces phases-là aussi. Toujours progressif. Toujours progressif. Puis c'est là que l'importance, c'est que si tu es un coach ou même toi-même, de regarder en pleine face et de dire hey, ça n'a pas de logique là, que j'ai commencé à courir il y a 2 semaines, puis là, je vais faire des semaines de 70 kilos. C'est ça, je pense pas que ça va fonctionner, à moins d'avoir une grosse expérience et d'avoir quelqu'un de très actif autre. Donc, volume, puis c'est là qu'on va aussi entrer au niveau technique, du D+. Donc, comment on travaille en D+, comment on travaille en D-, comment on travaille en descente. Donc, c'est une phase où on prépare le corps, là, tout ça, parce que si on s'en va vers la trail, on ne l'a jamais fait. C'est beau courir sur la route, mais tranquillement, il faut intégrer de la trail, il faut intégrer de la technique, des sentiers techniques là-dedans. Puis dans ces phases-là de préparation, toujours moyen aussi d'y aller avec un objectif secondaire, un objectif B. Oui. Donc, qui pourrait être, exemple, je ne sais pas, moi, tu as objectif de courir 50 km au QMT. Tu dis, bon, 5 semaines avant, il y a une course à tel endroit, un 25 kg, un 20 km. Tiens, je vais y aller. Puis, je vais déjà commencer à tester du matériel. Je vais tester mon alimentation. Donc, tranquillement, permet de faire une mise au point. C'est pas obligé d'être à fond. Même, je recommande de ne pas être à fond, ce qui n'est pas facile pour plusieurs personnes parce qu'on a tendance à dire, on est là, go for it. Là. Mais bref, tester des petites choses là-dedans. Nutrition aussi, on pourra en reparler tantôt, là, mais en gros, là, dans la phase de préparation, c'est de faire différentes sorties, il va y avoir des intervalles, il va y avoir des sorties d'ondes, musculation un peu aussi là-dedans. Donc, mais en gros, c'est de garder ça varié pour vraiment garder la motivation et le plaisir. Je reviens souvent aux notions de plaisir. Parce que si tu suis un plan, peu importe que ce soit toi qui le montes, que ce soit quelqu'un qui te l'a monté, si quand tu vas t'entraîner, ça ne te tente pas, c'est pas bien payant. Ça ne marchera pas. Fait qu'il faut que ça soit ludique un peu. Fait que les intervalles, des fois, sous forme de jeu un peu, ça peut être bien motivant pour certaines personnes plutôt que d'aller courir en continu. Puis, à un moment donné, trouver, dire hey, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Il y en a qui ont une motivation facile, d'autres, c'est plus dur à motiver un petit peu. Super. Puis, ça, on se prépare pour une course trail. Mettons, on va dire juin, OK? Là, fin juin, là, pour te donner une idée. Là. Mais mettons que je me prépare fin juin pour une course trail, puis je me prépare fin juin pour un marathon. Qu'est-ce que je vais faire de différent si on est mis fin mars quand l'épisode va sortir? En fait, là, c'est sûr qu'avec les sentiers qui vont fermer bientôt, là, ça devient un peu plus dur. Je dirais que moi, pour un coureur qui s'enligne vers un marathon, oui, je vais faire du chemin de gravel, du chemin de terre, mais coureur de trail spécialement, on va aller chercher du dénivelé déjà. Donc, beaucoup de dénivelé plus de dénivelé pour le coureur de trail, mais quand même un peu pour le coureur de route, là, pour que lui, quand il va arriver sur marathon, qu'il y a une petite côte et il ne trouvera pas ça trop difficile. Mais surtout, là, dès que les sentiers ouvrent, c'est de faire du technique en trail. C'est vraiment travailler les montées, travailler les descentes. Ça va être la grosse différence que le coureur de route n'aura pas nécessairement besoin de faire. Qu'on pourrait faire quand même comme training le fun pour faire un training différent. Je dirais pas trop proche du marathon, par contre. Là, je ferais ça plus en phase de préparation pour lui faire vivre des entraînements un peu différents, rendre ça plus motivant pour lui. Tu sais, il y a toujours un principe là-dedans, Jean-François, d'adaptation. Tu as peut-être vu un peu, toi, en fait, on veut créer une surcharge un peu tranquillement dans l'entraînement. Pour qu'ensuite de ça, notre corps s'adapte et qu'il y ait une progression. Mais la limite n'est pas tout le temps facile à savoir est-ce que là, je suis trop. Puis écouter son corps, ça, c'est super important. Fait que tantôt, on parlait de communication avec l'entraîneur, c'est d'être capable de verbaliser aussi cette fatigue-là. Parce que si toi, tu dis, ah non, je ne dirais pas que là,
je suis claqué, là, puis le dernier training, ça a été trop tough. Ben lui, il va t'en remettre un autre qui s'en vient, qui va peut-être faire que là, ça ne te tentera plus pantoute. Donc, ça, c'est important, vraiment, vraiment, vraiment de communiquer pour que ton adaptation soit bonne. C'est sûr que des fois, notre corps, le mental vient jouer un peu. On est capable d'en faire plus qu'on pense, mais quand même, c'est important là, de communiquer beaucoup là-dedans. Cette phase-là qui est un peu plus longue, c'est vraiment là que tu vas commencer à voir ta progression. Bref. Euh, ça fait le tour un peu de la phase de préparation. Mais C'est sinon, sans trop rentrer dans le détail, là, qu'est-ce qui sont des signes qu'on en fait trop rapidement? Ben, en fait, des fois, on va parler des courbatures. Oui, Tu sais, fait un training, c'est normal, je pense, d'être, on va dire, c'est normal d'être raqué. Je suis oui. pas puis là, je le redis, là, tu sais, moi, je vais avec mon expérience, je suis pas un professionnel, un physiothérapeute ou quoi que ce soit, là. Mais je pense que, tu sais, c'est normal, notre corps est en train de s'adapter. Tu Mhm. sais, une journée, c'est pas pire. Si ça fait 2 jours là, que tu es raqué du training, peut-être que là, tu étais un petit peu over. Tu as peut-être besoin d'une petite pause ou réajuste un peu ton intensité. Fais des tests comme ça. Ça peut être ça. Fatigue mentale va rentrer aussi. Je vais y revenir plus tard, peut-être après la course, justement. Là. Mais fatigue mentale, fait que, des fois, on est plus irritable. Et bref, ça peut être un signe. Si on voit une détérioration au niveau de l'entraînement, là, on voit, voyons, j'étais capable la semaine passée, puis là, je ne suis plus capable. Ben, ça peut être différents facteurs, mais hey, soyez à l'écoute parce que des fois, c'est. Oh, peut-être que là, tu as une grosse semaine, tu essaies d'en faire trop. 2 fois de prendre 2, 3 jours plus relax. Une semaine, on voit ça de temps en temps aussi, là, 3 semaines de progression, une semaine un peu plus relax. Ça peut être intéressant pour plusieurs coureurs. Moi, c'est une façon de faire que j'aime bien. Donc, il y a une progression, on baisse un peu, on donne le temps au corps de récupérer, de faire les adaptations, de progresser. Et après ça, on reprend. Oui, puis particulièrement dans l'ultra-trail de longue distance, là, d'avoir une semaine plus allégée, là, ça fait vraiment du bien, là. Oui, tout à fait. Puis, on a la fâcheuse habitude de dire que c'est du temps qu'on manque. Avoir Mhm. l'impression de manquer des entraînements ou de dire, mais non, ça fait partie de l'entraînement, ce repos-là. Fait qu'il Ben, faut l'inclure dans l'entraînement, ouais. puis c'est ça, en profiter justement. Comme le fameux taper, on va y revenir plus tard, mais tu Ouais, sais, exact, au début, exact. quand on est un nouveau coureur, comme hey, pourquoi une semaine à rien faire, puis ou presque, là, quand tu es habitué de courir 70 km, puis tu es rendu à 20-30 km, là, tu as Ouais, l'impression qu'il ne se passe rien, mais ça fait partie des phases d'entraînement. exact. Dans le Sinon, fond, ça complète la phase de préparation. Fait que dans le fond, on a ouais, vu notre phase de remise en forme, phase de préparation. Là, on arrive à la phase plus spécifique, intensive. ouais. Là, je dirais peut-être 3, 4 semaines. Tantôt, on avait dit cette semaine, on est rendu à peu près à 10 plus 3 semaines, 4 semaines, on est rendu à 13, 14 semaines Mhm. d'entraînement. Mais pour la phase intensive, je dirais 3, 4 semaines. Encore là, ça peut être plus long. Tu sais, si c'est quelqu'un qui a de l'expérience, là, ça peut être vraiment plus long que ça. Il peut y aller vraiment dans le spécifique. Attention à ne pas faire trop de surcharge. Si c'est quelqu'un qui a moins d'expérience, là, ça peut être un peu plus court. Dans le spécifique, dans le fond, là, on va y aller vraiment par rapport à notre objectif A. Fait qu'on parlait du QMT tantôt, c'est notre objectif A. Ben, si on peut aller faire les trails là-bas, donc courir des sentiers qui sont semblables. Bon, Ouais. peut déjà courir au Mestachibo, au QMT. On n'a pas ça proche nécessairement, mais bon. En tout cas, bref, essayer de faire des sentiers qui sont plus spécifiques à la course, ça peut être intéressant. Euh, on parle des fois d'utiliser le matériel aussi dans le spécifique, c'est le temps de tester tout ça. Ouais. Idéalement, je le commencerai un peu avant, mais tu sais, c'est le temps de tester. J'ai jamais couru avec mes bâtons, ben, c'est le temps de courir avec tes bâtons si tu penses courir avec tes bâtons pour la course. Là. Ouais, Parce ouais, ouais. que, tu sais, le temps de les tester. Donc, si justement, là, on parlait si c'est une course de trail, si tu n'en as pas fait beaucoup, ben là, il faut que tu rentres des kilomètres de trail dans ton entraînement. Euh,
On va retravailler encore les qualités physiques là, qu'on avait vues, donc aérobie, vitesse aérobie maximale, VO2 max, technique de course. On garde ça. On peut peut-être fixer quelque chose sur la qualité qui nous apparaît la plus importante pour nous selon nos qualités de coureur dans cette phase-là, mais on veut travailler quand même les autres phases. Puis là, ben, c'est une augmentation du volume. C'est souvent en trail, on va parler de weekend shock. Oui, 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 oui. Fait que, Qui est un weekend peu la shock. différence avec la course de route. Ben, c'est sûr qu'il y a des ultramarathons de route maintenant, là, mais Ouais, en général, quand tu t'entraînes pour un marathon, c'est rare que tu fais des week-end shocks. ouais, exact. Ben, en fait, c'était plus populaire, en fait, ce que je voyais, moi, puisque mon expérience, ce que j'ai lu, on avait la longue sortie là, de 30 kilos, là, qui était à peu près 3 semaines, un mois avant le marathon, Ouais. à peu près, puis c'était ça la longue sortie, puis il allait progressivement avant ça. En trail, ben, tu sais, quelqu'un se prépare pour un 125 d'Aricana, ben, il n'ira pas se taper 3 semaines avant un 100 kilos, en tout cas la majorité du temps. Là, il y en a qui peuvent le faire. Mais fait qu'ils vont répartir leur charge d'entraînement sur quelques jours. Okay. Là encore Ouais. là, on parle de disponibilité. Hein? C'est sûr que de Ouais. partir 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche, quand tu as des enfants, ben, tu sais, ça se fait. Il y en a que j'en ai entendu dans des podcasts qui partent à 4 heures du matin pour être revenus à 10 heures, puis le reste de la journée, ben, ils sont possiblement disponibles, dépendamment de l'état de la personne. Fait que, tu sais, ça se fait, mais c'est ça. On parlait de week-end shock. Moi, je dirais là, jusqu'à 4 semaines, peut-être 3 semaines avant le training. Plus proche, là, je trouve que ça commence à être plus risqué là, pour au niveau de la fatigue. Fait que, on parle, là, mettons, des semaines 6, 5, 4 là, avant la course, avant l'objectif principal. Ça peut être intéressant d'y aller avec des week-ends où on va aller mettre un peu de volume. Euh, Courir le samedi, courir le dimanche. Donc, le dimanche, tu cours avec une certaine fatigue dans les jambes. Donc, tu habitues ton corps à travailler avec une certaine fatigue, même si ce n'est pas une fatigue de continu. Là, c'est sûr que là, on parle d'une course de 125 km, mais ça peut être pour une course plus courte aussi. Ça peut être des sorties de 3 heures. Mais bref, je pense que ça prend du temps sur ses jambes là, avant de faire les longues courses. Euh, je suis un peu cordonnier, je suis mal chaussé là-dedans, là, honnêtement. Là, je ne le fais pas tant. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il y a une expérience qui s'acquiert là, par les coureurs. Avec le temps, on sait un peu ce qu'on a de besoin, ce qui fonctionne pour nous. Puis Donc, avec les années aussi, on cumule ce bagage-là que notre corps a déjà subi, a déjà. Fait que notre corps est de plus en plus fort d'année en année. Là. ouais, Là, puis, tu sais, on développe nos habitudes, on développe nos qualités, puis on sait ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est quand même le temps dans cette phase-là intensive de tester encore une fois. Là, je viens de t'acheter un nouveau sac. Il est cool le nouveau sac. Parfait, mais ton nouveau sac, quand il va avoir 10 livres de stock, parce qu'il y a des courses qui demandent pas mal de choses, ben, comment il se positionne dans ton dos? Ça frotte-tu, ça frotte pas? Ah, c'est bon, OK, tu as fait 1 heure, mais as-tu fait plus qu'1 heure avec? C'est ouais. des choses comme ça. Des Puis, nouvelles charts aussi, là. exact. Puis moi, le premier, là, si je vais courir 1 heure, j'aime bien ça des fois partir en short puis en t-shirt puis that's it, là. On va se prendre une petite passe si on a besoin, là. Mais tu sais, il faut le tester le sac, malheureusement. Des fois, il faut le mettre, même si c'est pour une sortie un peu plus courte, mais charge-le, teste-le. OK, 1 heure, ça n'a rien fait. 2 heures, ça ne ferait rien. Bon, ben là, je pense que tu t'en viens correct là, à un moment donné. Dans la course, il peut se passer plein de choses, mais c'est d'essayer de mettre les choses de son bord, tu sais. Les souliers, tout ça aussi, il faut le tester. Ouais, Essayer. puis un truc important et essentiel que j'aimerais mentionner aussi, c'est que même si tu t'ajoutes une deuxième paire de ton soulier préféré, là, ben, il faut que la deuxième paire soit cassée aussi le jour J. Là. Ouais. C'est certain que si c'est le même soulier, des fois, ça peut fonctionner pour certains, mais moi, je ne prendrais pas de chance. Là. Je ferais quelques kilomètres avec là, avant de le tester. Puis Tu sais sans, jamais, des fois, un petit point de pression qui n'est pas en même place, qui n'est pas pareil, ta semelle qui n'est pas usée, qui est usée différemment.
ça peut être fatigant. Puis sans être un expert, ça pourrait prendre combien de kilomètres, selon toi, casser des souliers qui soient prêts Ah, pour c'est ça, je ne suis pas un pro au niveau du soulier, mais je dirais que ça dépend des souliers. Mais moi, souvent, avant de faire une course plus longue, là, j'ai essayé de faire une centaine de kilomètres avec un soulier, moi, personnellement. Ouais, Là. ouais. OK. En bas de ça, ben, tu sais, je sais pas que je l'ai jamais fait. J'ai jamais eu trop de problèmes là-dessus. Fait que, heureusement, là. Mais bref, on va voir avec les pros de la chaussure, mais je dirais moi, 80 à 100 km avant de faire une course, ce serait mieux. Mais comme je dis, si c'est la même chaussure, des C'est fois, sûr peut-être que que c'est le moins fit pire. va être correct. Ouais. C'est ça, la phase intensive, là, c'est une phase qui pourrait créer un petit peu de fatigue. Mhm. Donc, après cette phase-là, on arrive à une phase qui est peut-être la plus importante et la plus négligée de certains. C'est la phase, le taper, là, qu'on dit la phase d'affûtage, qu'on va dire en français. Ouais. Cette durée-là, ça, on a tendance, je pense, à la faire un peu courte. Il y en a qui vont dire une semaine. Ça pourrait être 2, puis ça pourrait même être 3 semaines pour les courses plus longues. Ouais. Euh, Moi, j'aime bien faire, si c'est 3 semaines, j'aime bien faire garder un certain volume, là, la semaine 3 avant la course, Ouais. mais réduire tranquillement. Réduire tranquillement le volume, garder quelques séances d'intensité dans cette semaine-là quand même. Puis dans les 2 semaines avant, là, réduire encore. Fait que je dirais quasiment réduire de moitié à chaque fois. T'sais. Fait que je ne sais pas, moi, quelqu'un s'entraînait à 70 kilos par semaine dans sa phase intensive, dépendamment de l'objectif là, et du temps disponible. Ben, je réduirais peut-être à 35. Après ça, quelque chose comme 20 à peu près. Puis peut-être la semaine avant la course, 10 kilos. Donc, 2 petites sorties avant la course dans la semaine de 5 kilos. Moi, j'aime bien, là, par expérience, faire rouler les jambes un petit peu. Mais personnellement, rien de trop long. Quelques points d'intensité pour garder le corps là, allumé. Mais ça, c'est vraiment par expérience. Puis, tout ce que je te dis ce soir, là, c'est, comme je dis, c'est pas rien de scientifique, mais moi, je trouve que ça fonctionne. Des choses que j'ai lues, que j'ai testées, qui me conviennent. Mais ça ne veut pas dire que ça convient à tout le monde. Mais la phase d'affûtage est souvent, je pense, ignorée. Les gens ont peur de perdre des qualités, ce qui peut arriver aussi si c'est trop long. Mais je ne suis pas un pro là-dessus non plus. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je pense qu'on reste actif un peu. On se garde une séance d'intensité dans la semaine, un peu de volume, mais pas trop. Je pense que c'est un bon moyen de récupérer. Il faut avoir l'impression là, que notre pic de forme il est là, puis notre pic de fatigue est rendu bas. Et c'est rendre ça optimum pour la course. Puis là, ben, c'est des tests. Ça ne veut pas dire que le premier coup, ça va fonctionner. Certaines personnes te disent je n'ai fait trop, je n'ai pas fait assez. J'avais l'impression d'être trop fatigué au départ. Bref, c'est sûr que c'est une phase qui est à tester. Fait que, pour la première saison, des fois, c'est difficile, mais essayer de l'établir comme ça. Ben, on apprend à se connaître aussi avec les années, puis le temps, puis tout ça. Ouais. Je trouve que c'est une phase idéale pour préparation mentale. Ouais. On Ouais. a un petit peu plus de temps parce qu'on va moins courir. Donc, commencer à visualiser la course, voir comment ça va se passer. Préparation mentale, moi, va aussi avec une planification de ravito, planification d'alimentation. Pour Ouais. moi, ça va tout ensemble. Parce que personnellement, si tu sais où tu t'en vas, ben, au niveau du mental aussi, ça va venir jouer. De se mettre dans la peau de la course, se mettre un peu dans le thinking de la course. Oui, il peut arriver des choses, il peut y avoir de mauvaises températures, donc essayer de prévoir l'imprévisible. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des surprises la journée de la course, mais ça, c'est une bonne phase pour le faire. S'asseoir avec sa gang si on a une équipe de crew pacer. J'ai eu la chance d'avoir un pacer l'année passée. Ça fait 2, 3 fois que j'ai des pacers, puis j'ai pacé quelques fois des personnes. Ben, c'est le temps aussi de s'asseoir avec ces personnes-là pour voir comment on voit la course, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Donc, le taper, c'est un temps là, pour tout faire ça. Il y en a des fois, moi, j'aime beaucoup
aller me faire donner un massage là, quelques jours avant. Pour moi, Ouais. ça fonctionne bien. Donc, bref, c'est d'avoir nos petites habitudes qui nous font plaisir, puis de préparer notre course là, de façon plus précise. Je reviens à l'équipement. Là, si tu n'as pas testé l'équipement, ça commence à être ton deadline. C'est Euh, critique. Lampe frontale, ça aussi. Souliers, bâton, là, ton sac, tes vêtements, tu disais tantôt des nouvelles shorts. Là, tu les trouves bien cool pour la course, mais tu les as jamais mis avant. En tout cas, teste-les donc un petit peu avant. Ouais, puis si tu me permets aussi, c'est une bonne phase pour rattraper du sommeil si possible, Oui, là. oui, oui, c'est ça. Surtout en Je sais pas, ultra-trail, là. je sais pas si ça se fait vraiment, là, rattraper du Ouais. sommeil, mais essayez De ne pas tranquillement être de. trop en déficit le jour J. Ouais, Parce que, honnêtement, là, moi, j'ai fait plusieurs ultramarathons, puis on ne s'habitue pas à ce feeling-là. Puis il y a une marathonienne qui a fait une vingtaine de marathons, elle m'avait dit tu dors jamais bien la veille d'une course. C'est non, pratiquement non. impossible. Puis je la croyais pas bien, puis je me rends compte que non, elle a raison. Fait que si tu es capable d'avoir quand même une semaine pas pire acceptable, ben tu vas être moins pénalisé le jour J. Là. Exact. Parce que la journée avant, là, moi, je la considère scrap. OK? La nuit C'est avant, ça, la exactement. nuit, on l'oublie. Fait que si je dors mieux que je pensais, ben, c'est du bonus, tu sais. Mais Ouais. oui, j'aille pas ça. Des fois, moi, ma façon de faire, c'est une semaine avant, à peu près, là. Je vais peut-être commencer à devancer mon coucher de 10-15 minutes, puis 10-15 minutes le lendemain, tu sais, me coucher un peu plus tôt. Donc, habituer mon corps à ça tranquillement. Ça ne fonctionne pas toujours, mais des fois, je trouve ça intéressant. Mais oui, c'est une phase justement d'en profiter pour essayer de bien dormir, de se détendre, de récupérer justement. Tu sais, tantôt, je reviens à la phase intensive, là, vite, vite, quelque chose que je voulais parler. C'est sûr que dans la phase intensive, on va y aller plus dans le spécifique course. Tu sais, tantôt, on parlait de Ouais, ouais, ouais. cross-training. Là, Ouais, on va y ouais. aller plus vraiment dans je vais faire du dénivelé, je vais faire de la trail. Je ne dis pas d'enlever complètement une sortie de vélo de temps en temps, mais on est plus dans le spécifique. Dans notre taper, le cross-training, je le ferai un peu moins parce que je veux vraiment que le corps récupère. Je ne veux pas créer des inconforts. Aller faire une sortie de vélo 4 jours avant notre course quand on n'en fait plus souvent, créer une douleur dorsale, n'importe quoi. Là, quelqu'un qui a une position que tu fais moins, je trouve ça peut-être moins intéressant. Est-ce que sur ton corps, ça serait très, très, très mauvais? Je pense pas, mais pour moi, pour éviter des fois les inconforts là, dans les jours avant, là, je me concentrais vraiment sur course dans mon taper, mais mollo quand même. Puis Ouais. là, c'est ça. Arrive Puis, le jour J. hey, mais un truc que j'aimerais Ouais. rajouter aussi, que j'avais lu dans un livre incroyable que je recommande en même temps, là, qui est Relentless Forward Progress, qui est un super livre, une bible du Trail. Puis il disait dans la phase justement intense, là, le dernier mois avant la course, c'est quand tu fais tes back-to-back long run pour te préparer pour un ultra trail, une journée, là, c'est bon de commencer quand tu commences fatigué, de commencer sans manger pour habituer ton corps de quand tu as faim, de comment tu réagis, puis qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée parce que moi, ça m'a aidé beaucoup. Quand tu pognes un creux mental, comment dealer avec ça? Ah, c'est bon. Ouais, j'en ai pas parlé. Je suis pas un expert non plus pour ce qui est de courir à jeun. Mais oui, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu aussi, c'est un peu comme toi de le tester. Important vraiment de bien manger par contre après ce training-là. C'est le Mhm. training que tu vas partir à jeun, Ouais, puis pour même bien récupérer. probablement pendant, ça dépend comment long tu veux faire. Si tu veux le tester, essayer d'aller habituer ton corps vraiment à l'épuiser dans tes réserves de graisse. Là. C'est sûr que c'est important, là, tu peux le faire, ça peut être un bon moyen, mais après, là, surtout bien manger, parce qu'après ça, si ton crash il dure 2 jours parce que tu as manqué d'énergie, ben là, tes autres entraînements sont plus efficaces par la suite. Fait que, c'est Effectivement, vraiment ouais. bien dosé, mais ouais, c'est une façon qui peut être intéressante. Puis bon, le jour J. Ben, jour J, pas compliqué. Plaisir, 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 parce que tout ce que tu as fait avant, ben, tu as préparé à ça.
Donc, pour moi, j'ai même pas rien noté là, dans ce qu'on se disait, qu'est-ce qu'on va jaser. Ben, José, c'est la course. En principe, tout est planifié. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il faut gérer les imprévus, euh, gérer notre intensité. Si on sait qu'on est capable de ça, c'est ça. Pour plusieurs, on part trop vite. Donc, Ouais, qui est classique, là. le classique, ouais, c'est ça. Fait que gérer notre alimentation. Mais c'est des choses qu'on est supposé d'avoir testées. Puis de toute façon, c'est rendu là, comment je dirais, pas t'as plus de contrôle, tu as encore un certain contrôle, mais il est un peu trop tard pour t'en faire, puis pour essayer de paniquer avec ça, fait que tu y vas comme ça vient, mais tout en ayant planifié tes choses avant. Fait que moi, je dirais l'essentiel, là, le jour J, c'est de trouver le moyen d'avoir du plaisir, partir pas trop vite, gérer sa course de façon intelligente. Euh, Fait que c'est ça. Puis, sinon, la question pour toi, là, pas à titre de coach, mais à titre de coureur d'ultramarathon ou d'athlète, toi, qu'est-ce qui est un go-to déjeuner pour toi le jour J d'une course? Moi, c'est sûr que c'est un peu particulier. Ben, c'est comme moi, des œufs, ça fait toujours la job. Je sais que des protéines avant la course, c'est pas tout le temps. Des fois, la digestion peut peut-être être difficile. C'est certain que des fois, je prends un petit peu le gruau aussi. Je vais aller me chercher des glucides. OK. Euh, Puis, toast aux confitures, confiture de fraises, confiture de framboise. Donc, je vais là-dedans. Plus ça va, moins je prends des grosses portions. Puis je dirais, plus je fais du long, moi, je fais des très grosses portions. Je vais manger la veille, là, le traditionnel repas de pâtes, pour moi, ça me convient. OK. Mais le matin de la course, pas tant parce que dans la course, rapidement, je vais commencer à manger, moi. OK, OK. Euh, je ne vais pas partir l'estomac vide, c'est sûr. Je vais avoir de l'énergie, mais j'ai pas l'estomac qui déborde. Puis, ouais, préparer nos ravitaux, vu que tu en parles, Ouais. cette année au BU, je me rappelle, j'ai eu la chance d'avoir mon ami Seb puis sa blonde Caroline qui m'ont aidé un peu lors des ravitaux, puis Seb qui m'a passé pour la fin. Il était là quand j'arrivais au ravito avec ma bouffe. J'avais déjà établi un peu ce que je voulais. Je me rappelle très bien d'arriver au P7 là, à peu près à 50 kilos, puis avoir gobé tellement vite pour repartir. Puis pour ceux qui connaissent le BU, au P7, quand tu repasses, c'est une section qui est quand même difficile. Ouais. J'ai eu pour, je dirais, une grosse demi-heure, 45 minutes, là, à me sentir trop gonflé. Là. Fait que Ouais, je suis ouais. parti tout simplement, là, j'ai trop mangé vite. J'aurais pu juste manger normalement, partir avec un peu de nourriture dans mes poches, reprendre une bouchée de 10-15 minutes, une demi-heure après, plus constant dans l'alimentation. Donc, ça revient un peu à dire, ben, je prends un bon déjeuner, oui, qui va me soutenir, mais moi, ce qui me convient à moi, là, avec ce que j'ai essayé, c'est souvent de manger assez régulièrement, là, puis assez tôt dans la course aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, j'avais déjà entendu ça, puis je trouve que ça fait quand même du sens pour moi. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. C'est que quand tu commences à avoir faim, c'est qu'il est déjà rendu un peu trop tard. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, ils vont dire, écoute tes signaux, mais les signaux, il y a tellement de choses qui peuvent venir affecter dans la course. Tu es avec quelqu'un, cette personne-là va à un rythme un peu plus vite que toi, tu veux le suivre, tu penses plus trop à manger parce que tu te dis, ah, je vais manger plus tard. Des fois, ça peut affecter, ouais, certainement ta course puis ton énergie là, tout le long de la course. La course se passe, on tripe, on tripe, on tripe. Ça va bien, on est content. Le après, le après, encore plus important, je dirais, je pense. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment tu as vécu tes après, Jean-François, mais des fois, il peut y avoir différentes phases. Il y a la phase euphorique un peu, ça vient de finir, on est sur un nuage pendant une couple d'heures, une couple de jours. Puis, mais après ça, on a le goût de reprendre. Moi, je conseille quand même de prendre un certain temps de repos. Ouais, Euh, ouais, ouais. Autant repos complet au niveau de la course. Bon, ça va dépendre de la durée de l'épreuve, du temps, de notre façon de récupérer. Des fois, tu sais, en gros, grosso modo, des fois, on va parler d'une semaine sans courir. Moi, des fois, je suis déjà allé courir 3-4 jours après, puis je me dis, hey, j'ai du jus en masse, mais la semaine d'après, après ça, il me semble que là, ça ne me tentait plus ou j'avais plus de jus. Tu sais, je suis peut-être retourné trop vite.
Ouais, ouais. C'est du cas Euh, par cas aussi, hein? ouais, ça c'est. Puis dans cette phase-là, là, après, une des choses importantes, je trouve, c'est d'écrire ce qui a fonctionné pour nous puis ce qui n'a pas fonctionné dans la course. Ça, malheureusement, je pense que c'est plusieurs personnes, on est comme sur un nuage. Puis là, comme après ça, on essaie d'y repenser, puis on se rappelle pas trop, là. Tu sais, ah oui, ça a bien été. Ouais, ah, j'avais mangé quoi déjà? Tu sais, fait que des fois, d'écrire sur une feuille, des fois, ça peut être dans ta sortie de course, peu importe l'application que tu utilises. Mais, tu sais, OK, je suis allé, je suis parti pas trop vite, j'ai mangé ça, j'avais ça comme équipement. Euh, j'ai pris mes bâtons à partir de telle distance. Tu sais. Ça, tout écrire ce qui a fonctionné ou pas, je trouve ça super important. Puis, l'année d'après ou la prochaine course, c'est de reconsulter ces choses-là. Mhm. Des fois, moi, on avait parlé dans l'autre épisode, j'écrivais de temps en temps sur un blog, mais j'allais relire qu'est-ce que j'ai écrit l'année d'avant. Tu sais, je l'écris souvent plus sur un titre personnel pour moi, pour me rappeler. Je trouvais ça intéressant des fois de relire et de dire ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça. Puis j'étais en train de, tu sais, de passer out, puis je pensais même plus à ça. Tu sais. Fait que Mhm. d'écrire dans cette phase-là, ça peut être un bon temps pour le faire. Ça permet de revivre ta course un peu en même temps. Tu sais, Ouais, ouais. je trouve ça le fun. Puis, dernière chose là, au niveau de cette phase-là, puis que ça complète un peu ce qu'on voulait discuter, mais c'est le repos mental qui est souvent sous-estimé aussi. Ouais, 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 clairement. Moi, je m'en rends compte, surtout les courses les plus longues que j'ai faites, là, après ça, c'est OK, je me sens correct physiquement, mais je me sens moins patient, je me sens, tu sais, plus boboche un peu, là, tu sais, moins motivé. Puis des fois, ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut. Puis après ça, on prend une pause, on recommence tranquillement. Là, ça va dépendre, bien sûr, si tu as un autre objectif A dans l'année. Tu sais, Mhm. combien de temps qu'on va prendre. Tu sais, ça ne sera pas nécessaire nécessairement de recommencer après ça à phase de remise en forme. Là. Tu peux prendre 2 semaines de repos, tu as fait 2, 3 petites courses de reprise, fait un peu de vélo, puis là, tranquillement, on reprend un plan vers ton autre objectif avec les mêmes phases, préparation, phase intensive, phase d'affûtage, la course, repos. Puis ben, là, après ça, ben, souvent, on va arriver en fin de saison. Fait que là, on va changer de sport complètement. On va faire autre chose. Moi, personnellement, novembre, des fois, je fais 3, 4 sorties de course dans le mois, puis c'est tout. Là. J'y vais si vraiment ça me tente, puis on fait d'autres choses. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu la vision que je propose à mes coureurs quand je coach des gens. Puis c'est un peu la vision que j'utilise là, quand je fais mes plans d'entraînement, même si les miens sont pas tant structurés, je vais un peu aléatoire avec l'expérience, mais je trouve que quelqu'un qui veut partir, là, de retenir phase de remise en forme, phase de préparation, on travaille différentes choses, intensive, là, on y va vraiment plus dans le spécifique face à notre course. Le taper, là, qui est souvent oublié un peu ou off. C'est pas grave, moi, je vais y aller courir cette semaine. Je vais faire un petit 10 dans le tapis, là, juste pour me rendre confiant pour mon 10 qui s'en vient en fin de semaine. Non, c'est ça. C'est une erreur qu'on voit souvent chez les gens qui débutent. Puis le après, ben, prendre des notes, prendre le temps de récupérer. C'est ça je pense, qui est important de le faire. Ceci dit, il y a plein de méthodes, hein? Il y a plein de monde qui ont des approches différentes. Puis, mais en gros, là, je suis allé vraiment dans le général. Là, c'est un peu ce que je conseille aux gens. Super. Puis il y a un truc qu'on avait plus parlé en détail dans l'autre épisode, mais que ça serait un bon reminder, là, c'est que je me rappelle, toi, tu me disais que tu avais un objectif A puis un objectif B, Ouais, puis pour pendant la course. Je ouais, pense que exact. c'est une Ben, chose intéressante parce que si on focus juste sur l'objectif A puis on est entêté, des fois, ça peut être dur sur la mindset. ouais, exact. Tu sais, on parlait de préparation mentale, préparation des ravitaux, temps de passage, tout ça. Moi, la méthode que j'utilise, avant, j'utilisais trois objectifs, j'ai réduit ça à 2. Donc, c'est un temps que je considère réaliste.
À un moment donné, que les années, on se connaît un peu, surtout si c'est des courses que je refais. Ouais, On ouais, peut ouais. des fois changer un peu, mais je sais un peu à quoi m'attendre. En fait, je vais y aller avec un objectif réaliste qui est, selon moi, atteignable, je dirais pas facilement, mais s'il n'y a pas trop de pépins, c'est quelque chose que je peux faire. Puis j'ai un objectif souvent qui est optimiste, que là, ça serait j'arrive au moment parfait de ma préparation, ma récupération est optimale. Cette journée-là, j'ai de l'énergie. On a toutes des journées qui sont meilleures que d'autres, là. Fait que Mhm. ça, je me dis, bon, ben ça serait l'objectif optimal. Puis, je me fais un genre de feuille, un fichier Excel avec temps de passage au ravito. Avec si c'est mon. Souvent, ça, c'est plus facile, comme je dis, à faire sur des courses que je connais, parce que sinon, toujours difficile en trail là, de planifier ça sur une course qu'on ne connaît pas. Là, tu regardes la map, le dénivelé, ça ne te dit Ouais. pas comment c'est technique et tout ça. Fait que c'est plus dur, mais grosso modo, j'essaie d'estimer, des fois en jasant avec des gens que je connais qui l'ont déjà fait, qui sont plus vite ou un peu dans ma vitesse, c'est possible d'estimer des choses. Puis là, ben, à partir de ces temps-là, ben, ça vient beaucoup. Moi, personnellement, ça vient m'aider beaucoup dans mon mental parce que quand j'arrive au ravito, je suis comme OK. Là, j'avais ça, je m'étais dit ce ravito-là en 1h35, mon temps réaliste. J'arrive en 1h30. Mon optimiste à 1h28, ben hey, je suis pas loin, ça va bien, je suis dans le vert ou dans le jaune pâle, si on peut dire, je suis pas dans le rouge. Fait que mentalement, ça allait être bien gros. C'est sûr que si tu as mal fait tes planifs, ça peut jouer dans l'autre sens, ça. Ouais, ouais, Mais ouais. moi, je suis souvent conservateur, des fois peut-être trop, mais ça a bien fonctionné pour moi parce que souvent je finis à la fin de la course, puis j'ai encore sensiblement de l'énergie là, pour finir là, avec le sourire. Puis l'impression que ça me donne, c'est que moi, je rattrape un peu des personnes comme ça. Fait que au niveau mental, C'est c'est souvent mieux que l'inverse. on s'entend, là, je suis pas en avant du pack, là, mais bref, pour mes capacités puis pour les courses que je fais, là, moi, ça me convient vraiment là, au niveau de la course, là, de la préparation. Puis pour renchérir aussi là-dessus, il ne faut pas oublier qu'en sentier, il y a des impondérables. S'il a mouillé pendant une semaine avant la course, les temps peuvent s'allonger selon notre planification. Ouais, exact, Faut pas exact. négliger ça, là. Ouais, sur la route, on va moins voir ça. Tu sais, la pluie, on va être mouillé, mais des fois, on va être juste content, là. Ça Ouais, ben c'est dépend. ça, au marathon d'Ottawa, mai, quand il fait super chaud de la pluie, on est content quand ça Ouais, arrive. exact. Tandis qu'en sentier, ça peut jouer plus. Des fois aussi, ils ont modifié la trail, ils ont fait passer ailleurs une section qui est vraiment plus boueuse. C'est sûr qu'il faut toujours, tu sais, avoir ça en tête quand on regarde nos temps, de dire, OK, c'est correct, je suis un peu plus lent, mais ça, c'était pas prévu. Fait que tout va bien. Ça le dit souvent, tout va bien. Préparer mental. On n'a pas parlé beaucoup de ça, là, mais bref, la préparation mentale est importante aussi. Puis, mettons que je m'avance dans un terrain un petit peu plus dangereux, là, mais selon toi, là, en tant que prof d'éducation physique et coureur d'ultramarathon, coach, puis tout ça, combien de temps, combien d'années tu penses que ça pourrait se prendre de progression pour se rendre à un premier 50 km en sentier ou un premier marathon? Encore là, ça va dépendre de ton bagage sportif, je pense. Tu sais, il y en a qui vont arriver, qui arrivent au club de trail, là, qu'on voit qui vient courir au club et n'ont jamais couru en sentier, quelques courses sur route, mais c'est des gens de vélo. Ils ont des capacités aérobiques là, déjà excellentes. Ils ont des capacités de grimpe souvent déjà super bonnes. Un peu de Mhm, technique de descente à travailler. Puis, tu sais, la job est faite. Par contre, c'est au niveau de l'impact. S'ils faisaient des sports plus portés, donc des sports comme la natation, du vélo, ben à ce moment-là, il faut qu'ils se donnent le temps de progresser puis de ne pas se blesser. mhm. Moi, pour moi, quelqu'un qui commence à courir ne devrait pas faire un 50 km la première année. Ça, c'est dans ma tête, à moi. Mais tu sais, il y en a qui ont commencé avec des 80, il y en a qui ont commencé, j'ai entendu des choses, puis il y en a que ça les a fait, ça a fonctionné. Mais selon moi, d'y aller progressivement,
aller chercher de la vitesse sur du plus court. Va Ouais. aider après ça à réaliser tes plus longs plus vite, mais surtout en souffrant un peu moins parce que tu as appris à aller vite, ton corps s'est habitué à aller vite, là, tu vas courir un peu plus lentement, tu vas avoir l'impression d'être à moins chargé, moins surchargé, et tu vas réussir à faire tes courses plus longues. Je dirais pour un 50 km, selon moi, c'est pas avant la deuxième année, peut-être même la troisième. Ceci dit, ça dépend du temps d'entraînement qu'on a, ça dépend, comme je disais, des capacités, chaque personne est différente. Puis, tu sais, je pourrais aussi dire, je vais faire un 50 rando-course, comme la plupart des coureurs, là, parce qu'un 50 de trail, à part les élites, c'est rare que tout le monde court tout le long. Fait que, tu sais, selon l'intensité que je fais, si quelqu'un qui a fait de la longue randonnée dans sa vie, des 25 km de rando, il va aller faire un 50 kg une fois qu'il s'est entraîné un an ou deux, il va pouvoir le faire sans trop de problème. Peut-être que ce ne sera pas plus dur que si tu lui avais dit va faire un 20 km dans le tapis, en montagne. Tu sais, c'est tout dépend de l'intensité que tu vas mettre la journée de ta course. Hein. Ouais, ouais, Fait ouais. que, mais grosso modo, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour vous préparer, pour laisser le corps s'adapter, voir, tu sais. Des fois, on veut passer vite. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est le fun des longues distances. Mais c'est ça, prenez le temps. Marathon sur route, on parle pas mal du même temps aussi, là. C'est peut-être progresser 5, 2, 3 fois un 5, faire un 10, demi-marathon. Avant de faire un marathon, idéalement, faire quelques demi. Je pense que ça peut être intéressant. Encore là, ça dépend toujours de l'intensité qu'on y met. Tu sais, si on décide d'aller faire un marathon plus long run, tu sais, il y a plein d'études qui sortent aussi sur la marche-course aussi dans un marathon. Tu sais, fait que des fois, c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut peut-être, je suis pas un expert là-dedans, là, mais peut-être changer aussi l'intensité puis les impacts, prendre le temps de marcher, mettons, pendant une minute, 9 minutes de course, une minute de marche. Je sais qu'on voyait ça de temps en temps. Je ne sais pas si à Ottawa, il y a encore ça. Il me semble qu'il y Je, avait ça. je pense que Il oui. me semble qu'il y avait des lapins, mettons, Oui. 3h30, 3h40, puis il y en avait que c'était 3h40, 9-1. Il me semble que c'était ça. Fait que, tu sais, il y a différentes approches, là. Mais je dirais que, honnêtement, un bon 2 ans, à moins d'être quelqu'un là, qui a déjà couru, qui sort, qui fait de l'athlétisme plus jeune, puis tranquillement, il revient à ça, mais il a tout le temps il fait des sports d'impact. Peut-être que dans l'année, ça peut se faire, mais moi, je conseillerais d'attendre 2 ans certainement, si c'est pas 3. Fait en gros, less is more. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait, y aller progressivement. Ceci dit, tu sais, je reviens, je veux pas, tu sais, c'est vraiment là, en toute humilité là, que je partage ça. C'est pas Ouais. une recette tu sais, qui va faire à tout le monde. Tu sais, moi, je vois avec un peu l'expérience que j'ai, ce que j'ai lu. Je pense que c'est une bonne base. À partir de ça, chacun va faire son propre plan et sa propre préférence là, dans tout ça. Ouais, puis c'est difficile. Tu parlais de ça, je pense, au début du podcast, que c'est difficile de ne pas s'emballer avec les réseaux sociaux. Puis quand tu cours avec un groupe de coureurs aussi, là, fait que tu sais, c'est d'apprendre à s'écouter, là. Oui, tout à fait. Puis ça, dans le plan, justement, quand on va courir avec du monde, ben, notre plan n'est pas toujours respecté. Tu sais, des fois, on est over un peu, on est un peu plus vite qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Mais par contre, c'est vraiment tu sais, pour faire des intervalles quand on court en groupe, que ce soit au club de trail à Beaumont ou peu importe le groupe avec qui on court, c'est toujours plus motivant d'aller se taper des intervalles en groupe, tu sais, qui peuvent nous convenir dans un plan d'entraînement. C'est juste de gérer nos autres entraînements en conséquence, là, de peut-être pas aller se mettre notre long run le lendemain des intervalles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais on pourra en jaser à un moment donné. Mais on va bâtir plus des entraînements séparés quand on a nos intervalles. On va mettre nos entraînements plus loin de nos intervalles, en fait. Ce que je veux dire, nos entraînements longs. Donc, je suis arrivé à le dire. Super. Ben écoute, un gros merci pour ton temps, coach Sébastien. Ben, ça fait plaisir. J'espère que ça va être utile et que les gens vont trouver ça intéressant. Super, ben merci, puis bonne saison à toi, bonne préparation de saison. Merci, Jean-François.